Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie a pour invité aujourd'hui Taline Terminacian. Taline Terminacian, bonjour. Bonjour Hilda. Taline, vous êtes professeure des universités à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales, des langues et civilisations orientales de Paris, et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, et maintenant, donc, vous faites un travail d'édition et de réédition d'ouvrages importants sur la République d'Arménie à travers les mémoires de Rouben Terminacian, ministre de la guerre de l'Arménie indépendante, qui a des mémoires en 7 volumes en arménien, c'est ça? 7 volumes en arménien, Voilà, oui, donc oui. ce sont des mémoires d'une ampleur monumentale. C'est très rare dans l'histoire de contemporaine arménienne d'avoir des gens qui ont écrit leurs mémoires avec autant des mémoires sur une vie extrêmement riche, puisque Rouben Terminacian a été un révolutionnaire arménien dans un premier temps. Il était né en Akhaltsikha, qui est en Géorgie aujourd'hui, dans l'Empire russe, et il s'est lancé très jeune dans la vie, j'allais dire, trépidante d'un révolutionnaire arménien dans le cadre du parti Haïra Poragam Tashnak Suchun, et il a eu un rôle extrêmement important pendant la période de l'indépendance de l'Arménie, c'est-à-dire 1918-1920. Rouben donc a eu une activité très importante pour le futur de l'Arménie, puisque il a pris en charge le travail alors on peut appeler ça réarménisation de l'Arménie, on peut appeler ça le travail de contrôler les villages tatars qui ne voulaient pas obéir au gouvernement arménien de l'Arménie indépendante. Voilà, donc Rouben a terminé sa vie après avoir eu des fonctions, occupé des fonctions importantes à l'intérieur de l'Aïfera Tachnak Soutioun, et il a laissé donc une littérature extrêmement intéressante et extrêmement riche de ses mémoires, mais aussi d'études géopolitiques. Donc, vous, Taline, vous avez eu, j'allais dire, la charge de donner suite au travail de préparation d'édition de Anaïd Termination, historienne, votre mère, et vous avez édité récemment plusieurs livres sur Rouben Termination. Alors, on avait parlé dans un premier entretien avec vous de la période révolutionnaire de Rouben. Donc, on avait parlé de la période où Rouben était, la période dans les mémoires d'ailleurs de Rouben, Hmm. Rouben est presque un nomade qui va de ville en ville pour organiser l'autodéfense des Arméniens dans les villages de l'Empire ottoman, dans les villages de l'Arménie occidentale. Donc, arrive maintenant la période de l'indépendance. Et nous allons parler de cette période et de cette nouvelle série d'éditions de livres que vous avez chapeauté ou auquel vous avez contribué euh, à propos de Rouben. Et donc, je rappelle ce livre qui date de 3 ans maintenant, je crois, hein, Le défi de l'indépendance, Arménie 1919-1920, qui est un livre dont il faut parler. Et je voulais parler de ce livre-là et bien entendu des autres qui ont suivi dans la série. Oui, merci Hilda de m'inviter à nouveau. Je rappelle aux auditeurs que nous avons évoqué ensemble effectivement le contenu des mémoires de Loupen, dont je rappelle qu'ils sont traduits de manière partielle en français. Effectivement, il y a toute
une espèce de buzz, comme on dirait, enfin une effervescence éditoriale autour de ce personnage qui fut mon grand-père. Et je voulais signaler à l'intention des jeunes arménophones ou étudiants l'arménien la publication d'une version simplifiée des mémoires de Loupen en gros caractères, de manière illustrée, de manière très lisible, sous l'égide d'une femme très sympathique au Liban qui s'appelle Arin Kaloustanian et qui donc qui j'imagine doit être d'Ashnak, je dirais une dernière d'Ashnak de Beyrouth, et qui, à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de son époux Serge Kaloustanian, s'est lancée dans cette édition simplifiée qui est très commode, qui est très légère, en plusieurs volumes. Et qu'il serait vraiment loisible de se procurer aussi bien pour les lycées arméniens de France ou même pour les jeunes qui suivent des cursus universitaires en arménien. C'est une édition tout à fait accessible et qui plus est en arménien occidental. Alors, donc ça, c'est aussi un point important à Alors, noter. à propos de la lecture de ce livre en arménien occidental, j'avais une question, mais peut-être que je la poserai après la présentation de l'ensemble des livres des parus récemment. J'avais la question une question qui pourrait intéresser, je pense, nos auditeurs, c'est que pour une partie de la population arménienne, notamment qui se trouve dans le giron du Tachkentouchoun, qui ont fait de l'indépendance de l'Arménie un but ultime de leur existence pendant les 60-70 ans de soviétisme en Arménie, donc en diaspora, puisque le parti est interdit en Arménie. euh, c'est les Hamagir et les membres de ce parti connaissent Rupen. Mhm. J'espère encore que les nouveaux le connaissent aussi. Et Ruben est une figure centrale dans l'histoire de l'indépendance, mais aussi dans l'histoire de la résistance arménienne à l'oppression ottomane et à l'oppression du tsar aussi, bien sûr. Et en dehors de ce milieu, qui est finalement aujourd'hui de plus en plus réduit, il y a dans la communauté arménienne de France, alors que Ruben a vécu tout de même pendant je ne sais plus combien d'années, hein, les 10 dernières années de sa vie, je pense que Ruben était en France, eh bien, Oui. à peu près. Ouais. Et en dehors de ce milieu, Ruben n'est pas un personnage central dans l'histoire de l'arménité, dans l'histoire de la diaspora, etc. Alors, est-ce que, à votre avis, cette méconnaissance de Ruben est due au fait qu'il était au parti Tachnaksutyun et il y avait des luttes entre les communistes et le Tachnaksutyun à propos de l'Arménie soviétique à cette époque, ou est-ce que l'idée de l'indépendance n'était pas partagée, ou ce qui revient au même d'ailleurs, n'était pas partagée par dans la communauté arménienne, n'était pas partagée par tous? Quelle Ouais. est la raison, d'après vous, de la méconnaissance d'un personnage aussi important que Rouben par une large part d'Arméniens de France? Non, mais la raison de la méconnaissance, c'est d'abord la méconnaissance tout court. La méconnaissance tout court. Alors, bon, peut-être pas sur le chapitre mémoriel de l'homme révolutionnaire, etc. Mais enfin, rares sont ceux qui ont lu des mémoires en arménien et même aussi en français, même si maintenant c'est plus accessible. Après, Roupen n'est pas connu, bon, en France, il n'est pas plus connu donc pour la suite de son legs, c'est-à-dire en fait en tant qu'homme politique ou homme d'État de la Première République d'Arménie, mais il n'est pas plus connu des Arméniens d'Arménie, parce que en fait l'angle mort, c'est l'histoire de la Première République qui est, alors vraiment, c'est peu de le dire, extrêmement mal connu en Arménie, parce que je pense que même aujourd'hui, alors que ça fait déjà 30 ans que l'Union soviétique n'existe plus, eh bien, cette période n'est pas correctement enseignée
en Arménie, ou alors elle est enseignée selon une vision sans doute simplifiée, mettant en lumière l'action de personnages jugés consensuels et veillant finalement à dicter une version, comme vous l'avez dit, un peu, je dirais, presque néo-soviétique de l'histoire, enfin en tout cas évacuant effectivement les personnages du Tachnak-Soutoun et donc singulièrement Lupin, qui lui n'avait pas le charisme d'un personnage qu'il adorait, qui est Aram. Mais enfin, il faut dire que Aram non plus, Aram non plus n'est pas jusqu'à une connu. date assez récente, parce que tout le monde a bien remarqué qu'à Yerevan, la rue Aram, la maison est, euh, et tombe quasiment en ruine. Bon, certes, on a construit une statue à la sortie du métro Hanlabedutun, mais je ne suis pas du tout certaine qu'on peut comme ça changer de logiciel, comme on dirait, et installer les nouveaux, les héros du passé, Tachnak, les substituer aux héros du bolchevisme. Bon, tout ça est un processus un peu complexe. À part ça, moi, je n'ai pas connu Lupin, mais ce que j'en lis, ce que alors, peut-être pas mon père qui était son fils, mais en tout cas, ma mère m'en disait, elle qui l'a connu d'ailleurs, elle aussi, très brièvement, pendant un an à peine, c'est que c'est un personnage qui n'est pas du tout quelqu'un qui aime être au devant de la scène. C'est quelqu'un qui est plutôt taiseux, dont elle dit d'ailleurs qu'il n'était pas doté d'un grand charisme. Enfin, ça, je ne sais pas. Enfin, je sais pas. Ça, tout dépend évidemment du contenu qu'on met dans cette notion de charisme. Enfin, en tout cas, pas un charisme euh, d'orateur. C'est complètement autre chose. C'est un homme de terrain, c'est un homme de guerre et c'est un homme politique. Et, et donc, effectivement, son œuvre, enfin, son legs le plus important, et dont on craint, vous, Hilda, ou moi, qu'il ne soit justement défait par les événements actuels, c'est la création du territoire de la Première République d'Arménie. Mais alors ce legs-là n'est pas connu dans sa juste mesure, et pour cause, puisque ce que nous en savons nous a été légué dans le 7e volume des Mémoires de Lupin, qui est consacré à la République indépendante et qui est d'ailleurs un volume tout à fait à part. En fait, ça n'est pas vraiment, ce ne sont pas vraiment ses mémoires. Enfin, c'est pas exactement la même tonalité. D'abord parce qu'on raconte des événements, sont évoqués ici, des événements qui ont lieu bien après les événements décrits dans les mémoires dans l'Empire ottoman. Là, on se trouve en 1918. Et il semblerait qu'en fait, ce soit un long rapport que Lupin adresse à la direction du parti Tachnak-Soutoun à propos du bilan de la Première République et singulièrement du bilan de son action. euh, alors, de son action, alors même que Lupin n'est pas forcément politiquement au devant de la scène, mais il le devient en tant que ministre de la Défense dans le fameux gouvernement bureau Tachnak, qui est une espèce de dictature de salut public au moment où l'Arménie va très très mal, à la fin de la Première République, et dans laquelle il va constituer un bras armé. Donc, pourquoi en France on ne le connaissait pas sous cet angle-là? Eh bien, tout simplement parce que ce volume 7 des Mémoires de Lupin, qui avait été traduit par mon oncle Vaïk dans les années 90, n'a pas été édité à ce moment-là avec le reste sous le titre Mémoire d'un Français, le partisan. français. En français, mais oui, mais vous m'interrogez sur la raison Bien pour sûr, laquelle bien on sûr. ne le connaît pas parmi les Arméniens de France. Donc, le volume 7, pourquoi il n'avait pas été publié en 1990? Parce que mon oncle et mes parents avaient jugé que au début des années 90, c'était vraiment pas le moment, au moment même où l'Arménie était sur le point de devenir indépendante.
de réveiller les souvenirs, les vieux souvenirs de 1918-1920, surtout de 1919-1920, singulièrement ceux qui seraient de nature à tendre encore un peu plus, si c'était possible, les relations entre l'Arménie et Mm. l'Azerbaïdjan, puisque déjà en 89-90, on est de nouveau dans le regain du mouvement du Karabakh et dans les affrontements qui en sont qui en font la suite. Donc, ce volume 7 a été exclu intentionnellement. Vaïk les avait traduits, mais il avait été exclu pour des raisons bien précises. Mm. Donc, Hilda, vous dites très justement qu'en ce moment, je suis lancée dans l'édition oui, l'édition des travaux et des livres de mes ancêtres. Bon, c'est pour des raisons très concrètes, hein, c'est parce que tout un tas de cartons d'archives sont arrivés euh, dans un déménagement. Je crois que j'en ai déjà parler et que dans ce déménagement, j'ouvre le carton et je tombe sur ces choses qui se rappellent à moi. Donc, le manuscrit de la traduction du volume 7, euh, je l'ai ouvert il y a 3 ans, au moment où une nouvelle catastrophe s'abattait sur l'Arménie, c'est-à-dire la guerre des 44 jours en octobre-novembre 2020. À ce moment-là, j'étais en train, je ne sais plus très bien la chronologie, si déjà la guerre avait éclaté à ce moment-là ou pas, mais enfin, en tout cas, j'ai redécouvert ce volume 7 que j'avais déjà étudié sous forme de photocopie en français, donc avec mes étudiants à l'INALCO. Et, euh, et dont ma mère m'avait dit un jour, ah bah, il va falloir que tu t'occupes de ça, de l'édition de ce travail, parce que je pense que, ben, alors qu'on était avant la guerre, je pense que c'est maintenant le moment de ressortir cet ouvrage. Alors, tout était une question de timing. En effet, était-ce le moment? Était-ce pas le moment? Et surtout pour l'auditeur un peu qui ignore le contenu de ces mémoires, mais qu'y avait-il donc dans ce volume 7 Alors, c'est une qui question. puisse, voilà, poser problème ou qui puisse, comment dire, en apparence rentrer en contradiction avec le contexte de l'actualité. Alors, donc, j'étais placée donc devant un choix un petit peu, enfin, c'était pas un choix cornélien parce que ma décision était prise. Et donc, j'ai décidé que, contrairement aux injonctions de prudence que quelques personnes autour de moi, enfin une partie de ma famille, puis plus très longtemps, puis aussi quelques amis. Disons, la réaction courante était ah ben alors là vraiment c'est pas le moment de ressortir ce volume final des mémoires, puisque l'Arménie est de nouveau dans une situation, enfin comment dire, d'affrontement et de défaite face à l'Azerbaïdjan. Mais en fin de compte, j'ai décidé que en réalité, c'était tout le contraire qu'il fallait faire. J'ai décidé que ce livre que l'éditeur Valjan Avedisian des éditions Tadé a traduit en français par Le défi de l'indépendance Arménie 1919-1920, quel que soit le contenu de ce livre, quel que soit le caractère désagréable et dérangeant pour le public arménien du contenu de ce livre, il fallait au contraire l'assumer et l'assumer comme tel à un moment où l'Arménie était en train de passer, il y a 3 ans, et toujours en train de passer, selon moi, les pires années de son existence. Et comme on était 100 ans après l'indépendance, il me semblait qu'il fallait quand même rappeler au public arménien, aux Arméniens d'Arménie, mais aussi aux Arméniens de la diaspora et singulièrement aux Arméniens de France, rappeler que cette Arménie de 1820 ou même cette Arménie de 1991 ne s'était pas construite toute seule, que ça n'était pas un territoire euh, si, comment dire, si évidemment désigné pour devenir l'État arménien, puisque enfin, c'est quand même une question que n'importe quel enfant pourrait se poser. Pourquoi l'Arménie historique était en Anatolie orientale? Pourquoi l'Arménie contemporaine se trouve au Caucase? Donc, cette simple question. Et puis, comment? Mais je pense qu'il faut répondre à ces questions.
Oui, bien sûr. Alors, on ne peut pas Tu forcément y répondras. répondre, Je, je laisse terminer et puis je vais revenir à... Oui, et donc c'était important donc de revenir dans la matière de cet ouvrage, puisque en effet, Rupen a été le créateur de ce territoire, et cette création ne s'est pas faite évidemment par une opération du Saint-Esprit, elle s'est faite par la violence, par la guerre, par des événements que les Azerbaïdjanais connaissent extrêmement bien, et notamment Aliyev, dont la famille et le clan sont originaires d'un village qui se situe aujourd'hui en Arménie, et qu'il était temps d'assumer ces événements. Et moi, ce que je trouvais, c'était que la martyrologie arménienne qui consistait à crier au loup sans arrêt en disant oui, les Azerbaïdjanais vont nous submerger, etc. Bon, certes, c'est peut-être une réalité, mais qu'on ne pouvait y répondre que par un discours qui ne soit pas un martyrologue, mais au contraire en rappelant que l'Arménie avait eux aussi des hommes d'État qui avaient agi en fonction d'un objectif qui était la création d'un territoire, osons le mot, ethniquement homogène. Voilà. Donc la difficulté de ce volume 7, c'était d'affirmer que Loupen le révolutionnaire a été l'un des instigateurs de la création de ce territoire, euh, euh, ethnique ou mono-ethnique arménien, à la suite d'une série d'opérations qui sont justement racontées dans ce fameux volume 7, et auquel le lecteur pourra se reporter. Euh, donc, euh, donc voilà, ça c'est le premier point. Et le constat de Lupin, qui n'est effectivement pas un homme, je veux dire, enfin un orateur qui manie les tournures de style, etc., mais qui est plutôt quelqu'un qui va droit au but, eh bien, allant droit au but, son premier constat dès les premières lignes de ce volume 7. Alors, sans doute qu'il cherche à justifier son œuvre, mais elle est tout à fait importante et intéressante. Dans ce chapitre 1 qui s'appelle L'Arménie imaginaire, il dit: l'Arménie actuelle n'est qu'une province de l'espace arménien, puisqu'elle ne couvre qu'une partie de la région de l'Ararat. De ce point de vue, ceux qui l'appellent Arménie araratienne sont dans le vrai. Son territoire est essentiellement celui des Khanats de Yerevan et de Nakhitchevan, euh, et de la domination persane qui suivit la chute de la dynastie des Bagratouni. Et il va un peu plus loin en disant que cette Arménie araratienne, eh bien, à l'époque, en 1918-1920, au moment de l'indépendance de l'Arménie, le principal problème de cette Arménie araratienne, c'était qu'elle était pour moitié un véritable Tatarstan, c'est-à-dire qu'elle était remplie effectivement de population azérie jusque dans le territoire de la plaine de l'Ararat. Autrement dit, l'enjeu était très simple. Pour Loupen, la survie de la République d'Arménie, eh bien, si la survie de l'Arménie dans cette République de l'Arménie araratienne devait se faire, il fallait faire en sorte que cette Arménie araratienne, eh bien, euh, non, enfin, se débarrasse des sujets qui ne reconnaissait pas son autorité. Le Pen ne fait pas ça par racisme, hein. Il n'a d'ailleurs absolument pas raciste, ça n'a rien à voir avec cela, mais se débarrasse des éléments et des populations donc qui ne reconnaissaient pas sa souveraineté. Et ce fut donc le sens des opérations armées de 1919-1920 qui sont racontées en partie dans ce volume 7. Alors, donc la justification ou la caractérisation de ce qui s'est passé est importante. La caractérisation, c'était la création d'un État. Alors, Bien sûr, homogène, c'est peut-être uniquement vis-à-vis des Tatars qui vivaient sur ces territoires. Et dans les mémoires de Rouben, on voit bien qu'on est en face de populations qui occupent les territoires les plus fertiles et les plus importants je veux dire, en termes économiques, en termes d'intérêt économique de l'Arménie.
ce qu'on appelle aujourd'hui l'ingénierie démographique, en fait, avait été faite dans le cadre du génocide des Arméniens et quand Oui, en face, en Arménie nouvellement créée ou à créer sur le territoire d'aujourd'hui, il c'est y avait d'ailleurs, des centaines de excusez-moi, Hilda, milliers, oui, il y avait des centaines de milliers de rescapés du génocide oui, qui est arrivé de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire de l'Empire ottoman à cet espace voilà. de l'Empire russe, à cet espace arménien de l'Empire russe, et qu'il fallait mater des révoltes de ces Tatars qui étaient armés par les jeunes Turcs encore, que par la Turquie de l'époque, c'est-à-dire les jeunes Turcs de l'Empire ottoman, la Turquie Bah, ottomane de l'époque. c'est précisément pour cette raison que cette ingénierie ethnique, comme on dit aujourd'hui, celle pratiquée par Dupen, n'est que la conséquence logique de l'ingénierie ethnique des Turcs ottomans qui ont décidé d'anéantir la population arménienne de l'Empire ottoman et qui ont justement décidé de faire de l'Arménie alatienne euh, la solution du problème arménien, une espèce de réservoir à réfugiés, un peu comme Gaza, hein, si on doit faire des espèces de comparaisons. Et et que donc la politique que Le Pen pratique n'est que la conséquence de cette ingénierie ethnique. Autrement dit, si on n'est pas parfaitement au clair avec le récit qui est fait dans le volume 7, eh bien, enfin, si on est au clair avec ça, si quand on commence à se plonger là-dedans, on commence aussi à comprendre que les Azerbaïdjanais, euh, dans leurs revendications actuelles à l'égard de l'Arménie, eh bien, en quelque sorte, ferait mieux de s'en prendre aux Turcs parce que c'est en tout état de cause la politique pratiquée par le gouvernement jeune turc qui a totalement bouleversé euh, la, euh, la géographie, la démographie, Mm. la carte ethnographique de la région. Donc voilà, on ne peut pas revenir en arrière de Mais ça. ceci n'est pas possible puisque l'Azerbaïdjan se considère comme l'héritier direct de la démocratique de l'Azerbaïdjan de 1918 et que cette république a été fondée par les jeunes Turcs. Donc, je pense que Oui, mais enfin, bien entendu, ils assument le fait d'avoir été mis en place, même avec le choix du nom Azerbaïdjan a été fait par les Turcs, par les jeunes Turcs, auteurs du génocide des Arméniens, et que par la suite, donc il fallait tout de même que l'Arménie existe. Et cette Arménie-là a existé aussi je ne dirais pas grâce, mais en raison aussi de cette vision qu'avaient des hommes comme Rouben. On a parlé de Toro, on a parlé d'Antranik aussi, qui ont oui. participé à ces opérations. Il a fallu créer un espace vital aux Arméniens qui n'avaient plus d'espace vital de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire en Arménie occidentale. En tout cas, Loupen, donc le sens de son action, c'est justement donc de se donner les moyens de cette politique, de décider qu'il faut imposer, donc j'insiste, par la force, l'autorité du gouvernement arménien sur le territoire de la République et donc en réduisant systématiquement les foyers de soulèvement turco-tatar. Donc il faut vraiment euh, attirer l'attention du public arménien sur le fait que ces événements-là sont les événements que les Azéris désignent comme étant le génocide pratiqué à leur encontre. Bon, Mm, mm, ils ont existé, ces événements. Le Pen l'assume parfaitement. Enfin, parfaitement, pas tout à fait, parce que le volume 7 s'arrête au mois d'avril 1920. Mais enfin, en tout cas, Pen reprend ici, si vous voulez, contrairement à Khadisian, qui est l'homme d'État, légaliste, etc., Pen reprend sa casquette de révolutionnaire et donc il va lancer ses détachements de Fédaï sur les districts musulmans qui se trouvaient donc principalement, comme je l'ai dit, dans la plaine de l'Ararat, cette plaine de l'Ararat dont je répète qu'il appelait le Tataristan, c'est-à-dire bon, le,
plaine tatare, donc plein de villages azéris, qu'il va encourager, évidemment, le terme est un euphémisme, euh, au, au départ. Et d'ailleurs, en y installant immédiatement à la suite des réfugiés arméniens. Et donc, c'est ainsi que tout un tas de localités dont on a même oublié le nom parce que ce sont des noms turcs, hein, Zangi Bazar, les Kurdes d'Olt, les Tatars de Vedi Bazar dans la basse vallée de l'Arax et même jusqu'au Nakhitchevan, etc. Tous ceux-là ont été chassés. Chassés par la force. Donc, vous comprenez, j'espère que l'auditeur comprend donc les raisons pour lesquelles ce chapitre 7 est un peu, euh, enfin, il était gênant, en tout cas dans le contexte des années 80, mais moi je trouve aujourd'hui, évidemment, tout dépend du point de vue que l'on décide d'appliquer, mais je trouve qu'aujourd'hui, il est tout à fait d'actualité parce qu'il dicte euh, une politique de force qui est certes désespérée, mais dont le bénéfice pour l'Arménie a été de longue durée. De l'action de Loupen, totalement méconnu. Je rappelle qu'en Arménie, il n'y a pas une statue à son nom. Il est évidemment pas au Panthéon. Il y a peut-être soi-disant une rue, je ne sais même pas où elle est, à Yerevan. Mais à l'issue de tout ça, ce qu'on voit, c'est que le premier recensement de l'Arménie, alors évidemment à l'époque soviétique, donc 6 ans après ces événements, donne 84,4% d'Arméniens, 10,1% d'Azéris, 0,3% de Kurdes. Autrement dit, Loupen a réussi son projet. L'Arménie est ethnicisée, elle est arménisée et elle est arménisée sur un territoire à peu près cohérent, certes petit mais cohérent, disposant de ce fameux corridor dys'ionique vers l'extérieur et donc une Arménie euh, donc territorialisée. Bon, avec des tas de problèmes, mais tout de même territorialisée et monoethnique. Donc ça, c'est un legs euh, que aucun Arménien d'Arménie ne connaît et dont aucun Arménien d'Arménie n'a véritablement pris la mesure. Et c'est ce legs-là, bien entendu, dont on craint qu'il soit en danger aujourd'hui avec la politique actuelle du gouvernement arménien. Et c'est donc pour cette raison que j'ai pris le parti que en 2020, au moment où la guerre des 44 jours s'est produite, il fallait au contraire porter à la connaissance du public ces événements de façon à pouvoir les assumer, euh, à les comprendre, et afin aussi que cette histoire-là puisse dicter aux dirigeants arméniens, mais là je pense que mes rêves étaient un peu trop élevés, dicter aux dirigeants arméniens une politique cohérente. Et peu importe que Le Pen soit connu ou pas connu, ça n'est pas le problème. Alors, on va passer à d'autres éditions, d'autres parutions récentes. Il y a aussi un livre qui vient de paraître, que je n'ai pas encore reçu, sur les émissions qu'a réalisées Anaïd Termination, l'historienne, Oui, sur les premières radios, sur une radio libre au début de la libéralisation des radios en France. oui. Et là, moi, je voudrais que, puisque je n'ai pas lu encore ce livre, On fera peut-être une émission on fera spéciale. peut-être une émission, mais il faut rappeler tout de même le contenu. De quoi parlait Anaïd Termination dans ses émissions? Ah bah c'était le début, c'était en plein dans le Haïtad, la défense, la reconnaissance du génocide et donc là ces émissions se déroulent dans les années 81 à 1982 sur une radio dite libre qui venait d'être légalisée par l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et donc elle parle à la fois des avancées de la cause arménienne et des combats pour la reconnaissance du génocide, du terrorisme, de la guerre du Liban, de la révolution islamique en Iran, des relations internationales de l'époque. Donc en fait, c'est une mise en contexte du Haïta, de la politique arménienne de l'époque, aussi bien dans son contexte français que dans son contexte moyen-oriental et international. Mais ça, c'est vraiment un sujet qui mérite
qui mérite une émission tout à fait à part. L'ouvrage vient de paraître également aux éditions Thaddée sous le titre Anaïde, une voix libre, sous-titre Radio Forum 1981-1982. L'ouvrage est paru la semaine dernière aux éditions Thaddée. Il est en vente sur le site de ces émissions. Mais peut-être un dernier mot sur Lupin, Hilda. Oui, revenir Euh, sur Ben, oui. non, enfin, juste pour mentionner le fait, parce que j'ai toute une pile d'ouvrages sur la table, mentionner le fait que Lupin aussi a produit un ouvrage de géopolitique arménienne qu'il a probablement publié, enfin en tout cas rédigé dans les années 40, je pense, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il était à la direction mondiale du parti Tachnak au Caire. Et cet ouvrage, qui a été imprimé à Beyrouth en 1948, s'appelle Hayassan Mitch Mich Samakaïn, Ourine et Louvain, donc l'Arménie sur les voies transcontinentales, et qui était donc un ouvrage absolument introuvable jusqu'à une date récente. Et là aussi, il faut croire que le public arménien a trouvé un intérêt, puisque ce livre vient d'être réédité dans une très belle et très Khachadou épaisse, Stepanian, l'historien Khachadou Stepanian, voilà, qui qui est très était féru, en alors qui lui colloque connaît, de Lyon il y a voilà, quelques années et, et et qui a qui est spécialiste de cette période, donc de la voilà. Alors période de lui, l'indépendance de l'Arménie par ailleurs, et il qui a connaît très trouvé un bien, bien. intérêt à rééditer ce livre Donc, en arménien occidental d'ailleurs. occidental, je sais plus, mais En en tout cas, orthographe occidentale du moins, parce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui l'apparition, de préparer l'apparition en orthographe soviétique. celui de ce livre-là? Ah bon, alors j'ignorais. Alors, sous un nouveau titre, c'est plus l'Arménie à la croisée des voies transcontinentales, c'est Hayastane Yevashkar Kaakagan Iravijag. Alors là, j'arrive pas à lire en lettres capitales, Daraza Tchotchanou. Donc, ça se L'Arménie, transforme en un titre général. Bon, l'Arménie et la situation géopolitique dans la région. la situation géopolitique dans la région, ce qui montre là encore que celui qui a pris l'initiative de cette édition considère que cet ouvrage a une actualité. Donc juste deux mots hein, pour dire que ce livre-là, qui est donc un livre de réflexion géopolitique, est probablement issu, je l'ai compris d'ailleurs très récemment, d'un rapport que Lupin a dû écrire à l'intention du quartier général britannique du Caire dans les années 40, à un moment où la direction du parti du Caire collabore bien sûr avec les Anglais dans la lutte contre l'Axe. Et je pense que Lupin a dû essayer de faire valoir un certain nombre de projets auprès des Anglais au Caire, et donc de montrer, de valoriser l'intérêt qu'il y aurait de protéger des routes transcontinentales, ce qui était la principale obsession des Britanniques à l'époque, euh, à travers l'Arménie. Donc c'est vrai que c'est très actuel hein, dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui aussi, les grandes routes transcontinentales, les routes de la soie, etc., tous ces projets-là passent ou ne passent pas par l'Arménie. Enfin, en tout cas, l'Arménie n'a pas de pétrole, mais elle n'a qu'une chose à vendre, hein, c'est justement sa situation géopolitique. Voilà. Et c'est ce que cet épais ouvrage raconte en parlant du point de vue des différentes puissances. Maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails de cet ouvrage, mais je voulais quand même faire ce tour d'horizon. Sans rentrer dans le détail, parce que c'est un livre assez complexe et Oui, assez lourd, en mais fait. ça peut intéresser les jeunes étudiants en Ça peut géopolitique, intéresser, bien entendu, mais comme rien notre que le fait Nadek. que cette pensée politique existait, cette pensée géopolitique existait dans les années 40, est aussi un signe j'allais dire, de la modernité de cette pensée. Oui, oui, Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, on s'est limité, on a limité le champ de conscience des Arméniens de la diaspora et notamment de la diaspora française en particulier à la question du génocide. Or, il y avait
dans toute cette période, c'est-à-dire à partir du génocide, de la création de la diaspora et jusqu'aujourd'hui, jusqu'aux années 70-80, jusqu'au moment où il y a eu une sorte de réveil, j'allais dire politique des Arméniens, je ne parle pas des actes de terrorisme, etc., mais globalement, je pense on manque, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, de culture sur sa propre histoire. Oui. C'est-à-dire que les Arméniens de France, les Franco-Arméniens ne connaissent pas leur histoire. Ils ne connaissent pas ce qui a été fait, C'est-à-dire, ce qui cette a histoire été est dit, ce qui a réduite. été écrit sur eux-mêmes, sur leur histoire contemporaine. Oui, et surtout, cette histoire a été trop réduite à la question du génocide, hein, qui a en quelque sorte tout stérilisé. Mm. Euh, Il ne veut pas dire qu'il ne fallait pas parler du génocide, bien sûr, parce que ça, ce Bien n'est sûr pas que non, le but. C'est mais pas ça le ne peut but. pas être l'unique focal, hein. Et Mm. donc voilà, le fait que Khatchadoul Sepanian ait trouvé un intérêt à la réédition de ce livre de géopolitique de Loupen montre que lui-même a jugé que ce livre, même s'il est difficile et même s'il est sans doute le moins vivant des livres de Loupen, mais encore une fois, je pense que c'est parce que ce livre est un rapport, en fait, destiné probablement euh, à destiné enfin à une À des puissance tierce, stratèges. à des stratèges, voilà, et destiné à convaincre ces stratèges qu'il faut s'intéresser à l'Arménie. C'est ça le Mm. truc. C'est Exactement. très compliqué à l'époque. Mais enfin, bon, à cette époque, Loupen est entre l'Égypte, la Palestine et le Liban, vous voyez. Donc, aussi dans une zone dont on ne peut pas dire vraiment que jusqu'à aujourd'hui, qu'elle ait trouvé la paix. Et donc, c'est très important de comprendre aussi la question arménienne dans son contexte géopolitique global, dans une compréhension globale de l'ensemble de la région. Et c'est ce que je voulais dire. Et c'est justement aussi, pour revenir maintenant à l'ouvrage de Anaïs Termination, c'est aussi ce que fait Anaïs Termination dans ses chroniques. C'est également une proposition, un travail qui est fait à partir de la presse arménienne de recadrer l'ensemble du combat qui anime la communauté arménienne de France et du monde et à travers le monde, de le replacer dans les grands enjeux contemporains de l'époque, d'une époque d'ailleurs qui est celle des années 80 qu'on a un peu oubliée, voilà, et dans laquelle C'est un il est, témoignage important, notamment sur l'action de la cause arménienne à cette époque, bien sûr, parce que c'était tout de même la période que moi-même j'ai vécue aussi, bien sûr de l'intérieur, la période du réveil, j'allais dire, de la c'est communauté ça. arménienne de France. C'est la politisation de la communauté arménienne de France. Et quand La, on la- dit politisation, ça peut être mal interprété, notamment par des gens d'Arménie soviétique qui considèrent la politisation comme un crime. Mais pour nous, la politisation, c'était de sortir des tashtantes. La ah oui, politisation, c'était de sortir des khorovads et des spécialités culinaires arméniennes et de constituer euh, ne parlons pas de force, mais une entité qui, reconnue sur la place publique, avec ses problématiques, avec son apport à la France, à la civilisation, un ensemble de choses. Et donc, cette période était une période extrêmement riche qui a duré jusqu'à pratiquement l'indépendance de l'Arménie en 90, 91 et jusqu'au mouvement du Harapar. Et on peut parler peut-être à une autre occasion, ah de bah, suite des j'espère pas événements plus. lorsque Bien l'Arménie sûr, est devenue indépendante et lorsque, avec cette indépendance, il y a eu une sorte de décharge comme ça, enfin en tout cas de déchargement on a senti qu'il y avait maintenant une Arménie et qu'on ne portait pas sur nos épaules tous les c'est ça. problèmes, du moins, du peuple arménien. Parce que jusque-là, l'Arménie était fermée, l'Arménie n'était pas libre, et la pensée politique arménienne était en diaspora, en tout cas à notre connaissance. Alors, raison pour laquelle, Hilda, je pense que il faut que nous organisions une émission aussi sur ce sujet.
avec grand plaisir. Merci beaucoup, Merci à vous, Hilda. Aline, et à très bientôt. À très bientôt. Mais tu m'as pas dit que tu allais